27 millions de personnes. C'est près de la moitié de la population totale des États-Unis à cette époque. Des millions d'êtres humains ont fait leurs valises, ont hypothéqué leurs fermes, ont emprunté de l'argent sur leur police d'assurance vie, ont voyagé dans des trains enfumés et bondés pendant des jours, traversant un continent en pleine mutation. Tout cela pour voir de leurs propres yeux quelque chose dont on leur avait dit que ce n'était que temporaire. Ils ont marché sur des avenues parfaitement pavées, ils ont levé les yeux vers des dômes qui rivalisaient en taille et en majesté avec la basilique Saint-Pierre de Rome. Ils ont touché des colonnes massives qui semblaient taillées dans le marbre impérial de l'Antiquité. Et surtout, ils se sont baignés dans la lumière surnaturelle de 100 000 lampes électriques, à une époque où la très grande majorité des foyers américains s'éclairaient encore à la bougie, au suif et à l'huile de baleine. Ils l'ont appelée la Cité Blanche. Chicago, 1893. L'Exposition universelle de Colombie. Le récit que l'on nous a transmis affirme qu'ils ont construit la plus grande merveille architecturale de l'ère moderne en moins de 2 ans, au beau milieu d'un marécage boueux, en utilisant des chevaux, des charrettes en bois, des cordes et la seule force musculaire d'une main-d'œuvre immigrée. Et puis, quelques mois seulement après la fermeture de ses portes, ils l'ont presque entièrement détruite. Ils l'ont brûlée. Ils l'ont démolie à l'explosif. Ils ont vendu les os de son architecture comme simple ferraille, et ils l'ont effacée de la surface de la terre avec une telle minutie, une telle urgence, qu'aujourd'hui encore, nous en sommes réduits à débattre pour savoir si l'histoire officielle a le moindre sens. Je ne cherchais pas ça quand j'ai commencé cette enquête. Je consultais de banals registres de construction du XIXe siècle, essayant de comprendre l'évolution logistique des villes nord-américaines. Je cherchais à retracer la paperasse, les permis de construire, les contrats de transport qui expliquent comment nous sommes passés de chemins de terre boueux à des métropoles de béton et d'acier en l'espace d'une seule génération. C'était un travail d'archives standard, le genre de recherche où l'on s'attend à trouver des factures d'entrepreneurs et des bordereaux de livraison. Mais les chiffres de Chicago continuaient de m'arrêter net. 200 bâtiments colossaux. 686 acres de terrain vagues et marécageux transformés en une utopie urbaine. 24 mois de construction frénétique. Seulement 6 mois d'exposition publique. Et ensuite, le néant absolu. L'effacement. Si vous faites partie de ceux qui examinent les zones d'ombre de notre passé, si vous vous posez des questions sur les archives qui disparaissent toujours au moment le plus opportun, je vous invite à vous abonner à ce canal, à partager ce dossier pour que ces registres ne s'évaporent pas une nouvelle fois, et dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous me regardez en ce moment, car les rues sur lesquelles vous marchez chaque jour cachent très probablement les mêmes secrets enterrés sous des couches d'asphalte et de mensonges administratifs. L'histoire officielle dit que cette ville magnifique n'était qu'une vaste illusion d'optique. On nous enseigne dans les manuels scolaires que ces bâtiments titanesques n'étaient que des façades temporaires, des décors de théâtre à l'échelle d'une métropole, fabriqués à partir d'un matériau composite appelé staff, un mélange bon marché et éphémère de plâtre, de ciment et de fibres de jute, appliqués à la hâte sur de fragiles armatures de bois et de fer. Conçus pour ressembler à du marbre immaculé de loin, mais destinés à s'effriter et à s'effondrer à la première intempérie sérieuse. Une brillante pièce de scénographie, un caprice monumental pour célébrer le 400e anniversaire de l'arrivée de Christophe Colomb aux Amériques. Voilà le récit officiel. Construire vite, éblouir le monde entier pendant un été, puis nettoyer le terrain pour passer à autre chose. L'histoire officielle dit cela, mais les mathématiques disent autre chose. Les mathématiques de l'infrastructure, de l'ingénierie lourde et de la logistique ne mentent pas, et elles refusent de s'aligner sur ce conte de fées architecturales. Réfléchissez un instant à ce qu'implique réellement la construction d'une ville entièrement fonctionnelle, capable d'accueillir 27 millions de visiteurs, d'assurer leur sécurité, leur hygiène et leur transport. On n'installe pas des infrastructures lourdes et permanentes pour un simple décor de théâtre conçu pour durer 6 mois.
Pourtant, sous cette prétendue ville temporaire, loin des yeux émerveillés du public, les ingénieurs ont installé 90 km de canalisation d'égouts souterrains, 90 km d'excavation profonde, d'ingénierie des fluides, de gestion des déchets à une échelle industrielle. Ils ont également construit une centrale électrique massive abritant 12 générateurs géants, produisant une quantité d'électricité suffisante pour consommer 3 fois l'énergie de toute la ville de Chicago de l'époque. Nous parlons de l'année 1893. La Maison-Blanche, le siège du pouvoir américain, venait tout juste d'installer l'électricité 2 ans auparavant, et l'on raconte que le président d'alors avait encore peur de toucher les interrupteurs par crainte d'être électrocuté. Mais là, au milieu de ce marais brumeux de l'Illinois, ils ont érigé un système électrique capable non seulement d'alimenter les vastes intérieurs des palais, mais de créer la toute première démonstration massive d'éclairage extérieur de l'histoire de l'humanité. C'est d'ailleurs précisément ici que Nikola Tesla et George Westinghouse ont remporté la célèbre guerre des courants contre Thomas Edison. Edison, fort de son influence et de ses brevets, avait exigé plus d'1 demi-million de dollars de l'époque pour illuminer la foire avec son système à courant continu, un système lourd et limité. Westinghouse s'est présenté et a proposé de le faire pour une fraction du prix en utilisant le système à courant alternatif révolutionnaire de Tesla. Lorsqu'ils ont remporté le contrat, Edison, dans un accès de fureur monopolistique, a catégoriquement refusé de leur vendre ses ampoules brevetées. Face à cet embargo, Westinghouse n'a pas abandonné. Il a conçu et fabriqué 250 000 d'ampoules nouvelles en l'espace de quelques mois. 250 000. Pour mettre ce chiffre en perspective, cela représentait près de 25% de toutes les ampoules incandescentes jamais fabriquées dans le monde entier jusqu'à ce jour, toutes créées de manière spécifique et urgente pour une foire censée ne durer qu'une poignée de semaines. Tesla lui-même possédait sa propre exposition personnelle à l'intérieur du tentaculaire palais de l'électricité, où il faisait des démonstrations de technologie sans fil, de champs magnétiques rotatifs et de tensions électriques si élevées qu'elles semblaient relever de la sorcellerie pour le public de l'ère victorienne. Ce n'était pas une kermesse temporaire ou un parc d'attractions éphémère. C'était la démonstration implacable d'une civilisation avancée, d'une maîtrise technologique qui dépassait l'entendement. Et l'infrastructure souterraine et électrique requise pour soutenir un tel déploiement de puissance ne se construit pas avec du plâtre humide et des cordes de jute. Prenons un exemple spécifique, un point de données que vous pouvez vérifier dans les registres d'ingénierie de l'époque, le Palais des Manufactures et des Arts libéraux. Les dimensions officielles enregistrées pour ce seul bâtiment sont difficiles à conceptualiser, même pour des ingénieurs structurels modernes travaillant avec des logiciels de modélisation 3D. Il mesurait 514 mètres de long sur 240 mètres de large. L'intérieur offrait une superficie stupéfiante de 18 hectares d'espace d'exposition ininterrompu sous un toit unique. Les guides touristiques imprimés de l'époque soulignaient avec fierté que l'édifice était si gargantuesque que l'on aurait pu y faire tenir 4 fois le Colisée de Rome. Et pour soutenir ce toit immense sans utiliser la moindre colonne centrale qui aurait obstrué la vue grandiose des visiteurs, ils ont dû utiliser les arches en acier les plus grandes jamais forgées par l'homme jusqu'à ce jour. Chaque ferme en acier franchissait une portée libre de 115 mètres de large et s'élevait à plus de 60 mètres dans les airs. Ne vous y trompez pas. Ce n'était pas des poutres en bois fragiles recouvertes de peinture blanche et de stuc. C'étaient des milliers de tonnes d'acier structurel lourd, massif, conçu pour résister à des pressions colossales. Arrêtez-vous une seconde sur cette image et interrogez la pure logique logistique de la chose. D'où venait cet acier? Imaginez la chaîne d'approvisionnement dans les années 1890. Il a fallu extraire le minerai de fer des mines lointaines, le transporter vers des hauts fourneaux, le fondre, le forger, le laminer selon des spécifications mathématiques d'une précision absolue. Il a fallu ensuite charger ces pièces titanesques sur des trains de marchandises, les acheminer à travers le pays jusqu'aux gares de triage de Chicago, les décharger à la force des bras,
puis, d'une manière ou d'une autre, les hisser à des positions exactes, au millimètre près, à plus de 60 mètres de hauteur. Tout cela sans l'aide de grues motorisées modernes, sans outils hydrauliques à haute puissance, sans ordinateur pour calculer la résistance au vent, la dilatation thermique ou la charge structurelle dynamique. Tout a été soi-disant accompli par des cohortes de travailleurs immigrés arrivant chaque matin dans des charrettes tirées par des chevaux, pataugeant jusqu'aux genoux dans la boue glaciale et infâme de l'hiver de Chicago. Et tout cela aurait été réalisé au sein d'une fenêtre de construction de moins de 2 ans, une période qui devait également inclure l'édification de 199 autres palais monumentaux, le creusement d'un système complexe de canaux navigables dignes de Venise et l'aménagement paysager complet de jardins conçus par le célèbre Frederick Law Olmsted. La capacité industrielle, la coordination logistique et la perfection technique requises pour accomplir un tel exploit en 24 mois frôlent l'impossibilité matérielle pour cette époque. Face à cette équation, 2 conclusions s'imposent. Soit les techniques de construction de la fin du XIXe siècle étaient infiniment plus avancées, rapides et secrètes que ce que les universités nous enseignent, soit ces bâtiments massifs n'ont tout simplement pas été construits à partir de rien durant ces 2 brèves années. Et si jamais vous pensez que l'idée que certains de ces bâtiments étaient déjà présents est une théorie beaucoup trop folle, il vous suffit de regarder ce qu'ils ont sciemment laissé derrière eux. Sur les 200 bâtiments principaux qui composaient la Cité Blanche, un seul et unique édifice a été officiellement sélectionné pour survivre à la purge. Le Palais des Beaux-Arts. Aujourd'hui, vous le connaissez sous un autre nom. C'est le Musée des sciences et de l'industrie de Chicago. Il est toujours debout, plus d'1 siècle plus tard. Ces 14 hectares de structure demeurent solides, permanents, massifs, défiant le temps et les éléments. L'explication officielle que l'on trouve dans les brochures est que les nations étrangères, les riches collectionneurs d'art et les musées européens avaient catégoriquement refusé de prêter leurs précieuses toiles de maître et leurs sculptures inestimables, à moins que le bâtiment ne soit certifié totalement ignifuge. Par conséquent, affirment les historiens, ce bâtiment spécifique a été construit en briques pleines, en pierre et en acier lourd, puis simplement recouvert de la même façade temporaire en staff pour s'harmoniser visuellement avec le reste de la foire. Mais voici la question fondamentale, la faille dans l'armure du récit que personne dans les cercles académiques ne veut poser à haute voix. Si l'administration de l'époque disposait des matériaux bruts, de la main-d'œuvre qualifiée, des financements colossaux et de la capacité technique et logistique nécessaire pour ériger une structure colossale de manière totalement permanente dans ce même marécage, entre 1891 et 1893, pourquoi pas les autres? Si le coût prohibitif de l'acier, de la brique et de la fondation en profondeur n'était pas un obstacle infranchissable pour le Palais des Beaux-Arts, pourquoi s'obstine-t-on à nous répéter que la ville entière devait impérativement être jetable? La réponse officielle que l'on vous donne est toujours une question de coût et de contrainte de temps. Mais la rapidité brutale, presque paniquée, de la destruction de cette ville suggère un tout autre agenda. La foire a officiellement fermé ses portes le 30 octobre 1893. L'atmosphère n'était pas à la fête. Elle était d'une tristesse macabre, le maire de Chicago en exercice ayant été assassiné 2 jours plus tôt. Et presque immédiatement, comme obéissant à un signal silencieux, les incendies ont commencé. Dès janvier 1894, un feu d'une ampleur terrifiante a balayé ce qu'on appelait la cour d'honneur, réduisant en cendres le majestueux péristyle, le casino et le colossal palais de la musique. Les rapports de police et les journaux contemporains ont commodément blâmé des vagabonds qui auraient cherché à se réchauffer. Pourtant, dans les jours précédant l'embrasement, des gardiens de sécurité avaient officiellement signalé avoir aperçu des silhouettes mystérieuses s'introduisant dans les bâtiments tard dans la nuit, craquant des allumettes avant de s'évanouir dans l'obscurité par des trappes dissimulées dans les planchers. L'incendie s'est propagé avec une vitesse que les pompiers de l'époque ont qualifiée de non naturelle. Des dizaines de milliers de citoyens se sont massés dans le froid glacial et la neige
pour regarder brûler l'une des merveilles du monde, impuissants. 9 mois plus tard, il ne restait presque plus une pierre sur une autre. Ce que les flammes mystérieuses n'avaient pas dévoré, des entrepreneurs de démolition grassement payés l'ont méthodiquement démantelé. L'acier structurel a été vendu à la hâte comme vulgaire ferraille. Les statues majestueuses ont été fracassées à coups de masse. Une ville entière, technologiquement avancée, capable d'héberger confortablement des centaines de milliards de personnes en simultané, avec ses propres égouts, son réseau électrique et ses transports, a été réduite à un champ de ruines, puis nivelée pour redevenir un simple parc public. Demandez-vous simplement qui profite d'une démolition aussi exhaustive, systématique et précipitée. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un modèle qui se répète avec une précision troublante tout au long de l'histoire des expositions universelles de cette période clé. Regardez les archives. Paris en 1889, Buffalo en 1901, Saint-Louis en 1904, San Francisco en 1915. Le même scénario se déroule en boucle. Des structures d'une grandeur néoclassique absolument impossible sont érigées, elles sont exhibées brièvement devant des millions de témoins ébahis, puis elles sont détruites avec une urgence frénétique, bien avant que des ingénieurs indépendants puissent tous les étudier en détail ou que les municipalités puissent les intégrer dans leurs infrastructures à long terme. Elles sont toujours qualifiées de temporaires. Elles sont toujours démolies. On les explique toujours par le mythe des façades en plâtre sur des cadres en fer, et ce, même lorsque les photographies d'archives haute résolution montrent clairement une maçonnerie massive, des fondations profondes et une ingénierie acoustique sophistiquée qui défie totalement le but d'un simple pavillon d'exposition éphémère. Et pour s'assurer que nous, les générations futures, ne regardions pas de trop près les cendres de la Cité Blanche, les créateurs du registre historique nous ont offert la distraction parfaite. Le tour de passe-passe ultime. Si vous lisez des livres à succès, ou si vous regardez des documentaires modernes sur la Foire mondiale de Chicago de 1893 aujourd'hui, vous remarquerez qu'inévitablement, plus de la moitié du temps d'antenne ou des pages est consacré à un seul homme, H. H. Holmes, le tueur en série tristement célèbre, qui a prétendument construit un château des horreurs à quelques kilomètres du champ de foire. On nous abreuve d'histoires effrayantes de passages secrets, de chambres de torture insonorisées, de coffres-forts suffocants, de chutes cachées vers le sous-sol et de canalisations de gaz toxiques, où des dizaines de victimes innocentes auraient été attirées depuis les lumières de la foire pour y trouver la mort. Holmes a avoué 27 meurtres, bien que les historiens criminels modernes, en examinant les preuves, croient que le nombre réel de ces victimes était probablement plus proche de 9, et que nombre de ces récits étaient des inventions médiatiques. Je ne suis pas en train de minimiser les crimes atroces de Holmes. Ces actes étaient réels et monstrueux. Ce que je pointe du doigt, c'est le fonctionnement clinique de la mémoire institutionnelle. Le spectacle macabre d'un tueur en série individuel a agi comme une éponge, absorbant tout l'oxygène de la narration historique. Dans la conscience collective, nous nous souvenons des couloirs sombres et sanglants de l'hôtel de Holmes de manière beaucoup plus vive et détaillée que nous ne nous souvenons du fait stupéfiant que la plus grande structure couverte de la planète Terre a été intentionnellement pulvérisée après seulement 180 jours d'utilisation. L'histoire d'horreur est un fait réel, certes, mais elle fonctionne de facto comme un mécanisme systémique de distraction massive. Elle dirige le regard du public vers le sang, vers le fait divers morbide, et l'éloigne habilement des plans architecturaux manquants, des budgets de construction impossibles et des ruines fumantes d'une infrastructure qui aurait pu changer le cours de l'urbanisme américain. Je ne vous demande pas de me croire, je vous demande de vérifier. Ne prenez pas mes mots pour argent comptant. Allez dans les archives numérisées du gouvernement. Cherchez les photographies d'époque en haute résolution montrant la construction et la destruction de ces palais. Cherchez les registres financiers obscurs des entrepreneurs en récupération qui ont démantelé et revendu l'acier de la cité. Essayez de reconstituer la chaîne de traçabilité des matériaux,
Comment les dynamos géantes de la plus grande centrale électrique du monde ont-elles été liquidées si rapidement dans une économie qui, en 1893, venait tout juste de plonger dans l'une des pires paniques financières, la fameuse dépression de 1893. Les banques s'effondraient par centaines. Les grandes compagnies ferroviaires se déclaraient en faillite les unes après les autres. Les travailleurs mouraient de faim dans les rues. Et pourtant, d'une manière inexplicable, la ville de Chicago a trouvé la volonté politique inébranlable et les capitaux massifs pour raser méticuleusement, poutre par poutre, l'investissement d'infrastructures le plus prospère et le plus magnifique de toute son histoire. Mais l'effacement de la foire mondiale de Chicago n'est pas un événement qui s'est produit dans un vide historique. Il a eu lieu au centre géométrique exact d'une fenêtre temporelle très précise, s'étendant d'environ 1850 à 1930, une époque troublée durant laquelle une quantité effarante de registres gouvernementaux, de personnes physiques et d'identités appartenant à l'ancien monde ont été systématiquement éliminés, relocalisés ou réduits en cendres. Pour comprendre pourquoi ils devaient détruire cette architecture magnifique, vous devez impérativement comprendre qui d'autre ils étaient en train d'effacer en même temps. Il faut suivre la piste des papiers détruits. Pensons au recensement fédéral américain de 1890. Il a été réalisé 3 ans seulement avant l'ouverture de la foire de Chicago. Ce recensement a méticuleusement documenté près de 63 millions d'Américains. Ce n'était pas un simple comptage de tête. C'était le recensement le plus détaillé, le plus granulaire et le plus intrusif jamais tenté dans l'histoire de la nation. Il a enregistré non seulement les noms et les âges de chaque citoyen, mais aussi leur statut d'immigration précis, leurs documents de naturalisation, la nature exacte de leurs propriétés foncières, leurs services éventuels dans la guerre de sécession, les langues qu'ils parlaient à la maison, leurs maladies et l'arbre complet de leur connexion familiale. Il a capturé sur papier la génération entière qui se souvenait de ce à quoi ressemblait l'Amérique avant l'industrialisation massive et brutale. La génération qui se souvenait des vieilles villes avant qu'elles ne soient soudainement surélevées de 3 mètres hors de la boue lors d'étranges travaux de nivellement urbain. La génération qui a littéralement construit et visité la foire de Chicago. Plus important encore, ce fut le tout premier recensement de l'histoire à être tabulé électriquement en utilisant des machines à cartes perforées inventées par Hermann Hollerith, la technologie exacte qui allait donner naissance à la toute-puissante entreprise IBM. Et qu'est-il arrivé à ce trésor inestimable de données humaines? En janvier 1921, les registres originaux du recensement de 1890, qui avaient été mystérieusement stockés dans un couloir poussiéreux du sous-sol du bâtiment du département du commerce, et non dans la chambre forte ignifuge hautement sécurisée qui abritait tous les autres recensements de l'histoire du pays, ont pris feu. L'eau déversée par les pompiers et la fumée âcre ont endommagé une grande partie de ce que les flammes n'avaient pas directement touché. Mais voici où la bureaucratie dévoile son vrai visage. Qu'a fait le gouvernement face à cette tragédie archivistique? Il a laissé ses registres inestimables et endommagés, dont environ 38% étaient pourtant sortis de l'incident complètement intacts et parfaitement lisibles, pourrir silencieusement dans un entrepôt humide pendant 12 longues années. Pendant plus d'une décennie, il n'y a eu aucune tentative sérieuse de restauration, aucune initiative de microfilmage, alors que la technologie existait. Aucun effort pour sauver la mémoire de 63 millions de personnes. Et puis, en décembre 1932, des bureaucrates anonymes ont tranquillement ajouté l'intégralité du recensement de 1890 à une liste administrative de vieux documents obsolètes programmés pour la destruction par incinération. Le Congrès américain a officiellement autorisé cette destruction massive le 21 février 1933. Et voici le détail macabre qui glace le sang. Le lendemain même, le 22 février 1933, le président Herbert Hoover présidait une grande cérémonie pour poser la première pierre du nouveau bâtiment des Archives nationales des États-Unis, une forteresse conçue spécifiquement pour protéger les documents historiques contre les incendies. Vous avez bien entendu, ils ont légalement détruit le registre de l'existence de 63 millions d'êtres humains la veille exacte de l'inauguration du bâtiment qui les aurait préservés pour l'éternité.
Sur ces 63 millions de noms, qui représentaient les témoins oculaires de l'Ancien Monde, seuls 660 fiches ont survécu. Ils ont purement et simplement effacé la trace légale de toute la génération qui a vécu la grande transition d'un monde à l'autre. Si votre famille vivait en Amérique à cette époque et que vous essayez de faire des recherches généalogiques, je vous mets au défi de trouver la moindre trace d'eux entre 1880 et 1900. Vous n'y arriverez pas. Vous vous fracasserez inévitablement contre un mur de briques bureaucratiques, construit sur mesure pour vous empêcher de remonter le temps. Et ce n'est pas tout. Pendant que les scribes de l'État laissaient pourrir et brûler les registres des adultes, d'autres institutions s'occupaient physiquement de relocaliser les enfants. Dans la même fenêtre temporelle exacte qui a vu la construction des immenses expositions universelles et l'éclosion d'incendies opportunistes détruisant les archives et les quartiers anciens, un programme massif, froidement efficace, tournait à plein régime. Le mouvement des trains d'orphelins. Orphan Train. Entre 1854 et 1929, environ 250 000 enfants ont été arrachés ou collectés dans les grandes métropoles de la côte Est américaine. Ils ont été entassés dans des wagons de chemin de fer et expédiés vers l'inconnu, distribués à des familles d'agriculteurs et d'éleveurs dans les vastes étendues du Midwest et de l'Ouest. Les institutions caritatives de l'époque, grassement parrainées et dirigées par des élites économiques urbaines, se félicitaient publiquement, affirmant dans la presse qu'elles sauvèrent de pauvres orphelins des rues crasseuses. Mais plongez dans les registres d'admission de ces mêmes institutions, lisez les enquêtes menées des décennies plus tard, et une vérité écœurante émerge. Jusqu'à 90% de ces enfants n'étaient absolument pas orphelins. La grande majorité d'entre eux avaient des parents en vie. Ils étaient les fils et les filles d'immigrants fraîchement débarqués, les enfants de travailleurs pauvres ou souvent les enfants de familles catholiques irlandaises et italiennes qui étaient considérées comme indésirables, moralement suspectes ou politiquement dangereuses par les bureaucraties protestantes chargées de l'ingénierie sociale de la nation. Le processus de distribution de ces enfants tenait plus du marché aux bestiaux que de la charité chrétienne. À leur arrivée dans les petites bourgades du Nebraska, du Kansas ou de l'Illinois, les enfants étaient alignés sur les quais des gares ou forcés de se tenir debout sur les scènes des églises locales. Des fermiers locaux, de parfaits étrangers, venaient les inspecter. Ils regardèrent leurs dents, tâtaient leurs muscles, évaluaient leur robustesse exactement comme on évalue un cheval de trait ou une tête de bétail avant de l'acheter. Les enfants ainsi sélectionnés étaient emmenés dans des fermes isolées pour y travailler, souvent comme une simple main-d'œuvre agricole gratuite et corvéable à merci, liée par des contrats de servitude, indenture, parfaitement légaux et contraignants. Et voici le point le plus crucial pour la destruction de la mémoire. À la quasi-totalité de ces enfants, on a changé le nom de famille. Aux plus âgés, qui se souvenaient de leurs parents, les agences interdisaient strictement de parler de leur passé, de conserver leur langue maternelle ou de tenter de contacter leur famille biologique sous peine de punitions sévères. Les institutions caritatives à New York ou Boston maintenaient des registres volontairement vagues, criblés de fausses informations ou finissaient par les sceller définitivement au nom de la vie privée. 250 000 d'enfants ont été méthodiquement dépouillés de leur véritable identité, coupés de leur ascendance généalogique, amputés de leurs souvenirs du monde d'avant. Ils ont été semés à travers l'immense intérieur du continent américain comme autant de pages blanches, des esprits vierges prêts à être reprogrammés et assimilés dans la nouvelle narration corporatiste et agricole du pays. Il ne s'agissait pas de lutter contre la pauvreté infantile. Il s'agissait du démantèlement logistique, froid et calculé des réseaux de mémoire communautaire et des liens du sang des classes laborieuses. Mais alors, que faisaient-ils des adultes? Que faire de ces pères, de ces mères, de ces grands-parents qui ne pouvaient pas être mis dans des trains, qui n'étaient pas malléables et qui se souvenaient de beaucoup trop de choses? C'est ici que la justice entre en scène, non pas comme un bouclier protégeant le citoyen, mais comme une arme de destruction massive de l'individu.
Tout au long de la seconde moitié du XIXe siècle, les États-Unis ont érigé des centaines d'asiles psychiatriques en pierre massive. Des structures colossales, étouffantes, qui ressemblaient à des forteresses médiévales ou à des châteaux européens dystopiques. Officiellement, les dépliants gouvernementaux vantaient le grand mouvement de réforme pour le traitement moral des aliénés. Bureaucratiquement, en réalité, c'était un aspirateur géant conçu pour avaler les êtres humains gênants, les esprits dissidents et les témoins indésirables. Sous la doctrine juridique britannique et américaine impitoyable de la couverture, une femme mariée n'avait tout simplement aucune existence légale indépendante. Son mari possédait son corps, ses biens, l'argent qu'elle gagnait, et il avait un contrôle absolu sur leurs enfants. La loi allait encore plus loin dans sa brutalité. Dans des États comme l'Illinois, et ce jusqu'à la fin des années 1860, un mari avait le pouvoir légal de faire interner son épouse dans un asile d'État sans aucune audience publique devant un juge, sans aucune expertise médicale indépendante, en se basant uniquement et exclusivement sur sa propre parole et son désir de s'en débarrasser. Les registres d'admission historique d'asiles terrifiants, comme l'hôpital Trans-Allegheny de Virginie-Occidentale, ont miraculeusement survécu. Ils révèlent en toutes lettres les raisons officielles, écrites à l'encre noire par des fonctionnaires de l'État, pour lesquelles des milliers de personnes, et de femmes en particulier, ont été incarcérées derrière des murs de pierre de près d'1 mètre d'épaisseur. Écoutez bien ces diagnostics médicaux. Lecture excessive de romans, excitation religieuse, problèmes domestiques, opinions politiques divergentes, et la plus cynique de toutes, mauvais traitement de la part du mari. Oui, vous avez bien entendu. Une femme qui était sauvagement battue ou abusée par son mari pouvait être légalement déclarée folle et enfermée à vie, tandis que l'agresseur conservait paisiblement la maison familiale, les terres, le compte en banque et la garde totale des enfants. Les asiles se sont également remplis à une vitesse fulgurante d'immigrants qui ne parlaient pas anglais, considérés comme stupides ou fous à cause de la barrière de la langue, et de personnes âgées têtues qui refusaient avec véhémence de s'adapter aux nouvelles règles d'une société brutalement industrialisée. N'importe qui dont les histoires familiales, les revendications foncières ou les comportements déviés du nouveau moule sociétal propre, standardisé et corporatiste pouvait être diagnostiqué en 3 minutes, isolé chimiquement ou physiquement, et supprimé institutionnellement de la société civile. Et le pire, c'est le sceau d'infamie qui accompagnait cette procédure. Au moment même où les lourdes portes de l'asile se refermèrent derrière vous et qu'un médecin de l'État vous collait l'étiquette de fou, vous perdiez votre crédibilité pour le reste de l'éternité. Quoi que vous vous rappeliez de l'ancien monde, quoi que vous puissiez témoigner sur la façon dont les choses fonctionnaient auparavant, sur la beauté des villes anciennes, sur le vieux savoir artisanal ou communautaire, tout cela était instantanément et irrémédiablement rejeté par la société comme les divagations pathétiques d'un esprit fracturé. Le système n'avait pas besoin de vous tuer. Il lui suffisait de décréter que votre parole ne valait légalement plus rien. Alors, prenez du recul. Prenez beaucoup de recul et regardez le modèle dans sa terrifiante globalité. Ne vous perdez pas dans l'étude d'incidents isolés, ne regardez pas l'arbre qui cache la forêt, regardez le design systémique à l'œuvre. Entre les années 1850 et la fin des années 1930, l'État fédéral, les mégacorporations bancaires émergentes, les grands conseils d'administration des organisations de prétendue charité et les puissants comités de planification urbaine ont agi dans un concert sombre, non écrit, mais parfaitement synchronisé. Ils ont littéralement redessiné la démographie, la topographie et l'architecture du monde moderne. Ils ont construit une merveille architecturale sidérante et révolutionnaire à Chicago. Ils ont laissé 27 millions de citoyens ordinaires contempler de leurs propres yeux ce dont le summum de l'ingénierie et de l'harmonie humaine était capable. Et ensuite, ils ont méthodiquement brûlé cette beauté absolue jusqu'aux fondations. Pourquoi ? Pour imposer et établir définitivement le paradigme de la construction utilitaire, de l'obsolescence programmée, des cubes de béton bon marché et sans âme des corporations modernes.
Vous ne pouviez tout simplement pas permettre à la population de continuer à vivre en sachant qu'il était techniquement possible de bâtir des villes sublimes, spacieuses, propres, alimentées par une énergie électrique décentralisée et quasi gratuite, avec des systèmes de transport en commun impeccables, et ce, en l'espace de quelques mois. Si vous voulez vendre des boîtes en fer et des cages en béton pendant le siècle à venir, vous devez d'abord détruire la référence du standard d'or. Vous devez effacer l'excellence pour qu'il n'ait d'autre choix que d'accepter la médiocrité comme seul sommet possible du progrès. Ils ont détruit les registres du recensement de 1890, annihilant la seule preuve bureaucratique et indubitable de l'identité de millions de témoins gênants avant la standardisation finale de l'identité citoyenne moderne. Ils ont expédié 250 000 enfants innocents vers l'Ouest, les dépouillant violemment de leurs noms de famille ancestraux et des histoires transmises par leurs parents, dynamitant ainsi le pont de la transmission orale de la mémoire familiale. Ils ont enfermé les adultes dissidents, les femmes qui refusaient de céder leur terre, les vieillards inadaptés, dans des geôles psychiatriques lugubres, les privant de tout droit à une procédure régulière, écrasant leur capacité de témoignage sous le poids d'une bureaucratie médicale complice. Et ils ont institutionnalisé des monopoles absolus sur toutes les infrastructures critiques. De l'assassinat silencieux et organisé des formidables réseaux mondiaux d'énergie hydraulique propre, à la suppression impitoyable des formes alternatives de transport pneumatique et de tramway qui fonctionnaient déjà à la perfection sous les rues des grandes métropoles pour forcer la dépendance au pétrole et à l'automobile. Tout ceci n'est pas l'œuvre d'un culte de magiciens surnaturels cachés dans des capes noires, ni le fruit d'un délire fantaisiste tiré des bas-fonds des forums d'Internet. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est l'œuvre patiente, méticuleuse et banale de comptables en costume gris, de greffiers d'archives, de législateurs siégeant dans des comités d'urbanisme ennuyeux, de magnates sans pitié des chemins de fer et de barons voraces de l'énergie. C'est ce qu'on appelle la violence du papier. C'est le dommage systémique, profond et silencieux qui ravage des vies entières lorsqu'une obscure commission municipale signe un ordre de démolition, lorsqu'un actuaire d'assurance décide de reclassifier arbitrairement un chef-d'œuvre architectural comme un risque d'incendie, lorsqu'un juge de comté, lasé par sa journée, approuve une ordonnance d'internement asilaire irrévocable lors d'une audience expéditive de 7 minutes, ou encore lorsqu'un directeur adjoint du bureau du recensement recommande froidement de se débarrasser des documents encombrants et endommagés par l'eau dans un mémo administratif d'une banalité affligeante. C'est le mal institutionnel absolu, soigneusement camouflé sous le jargon de la procédure bureaucratique, déguisant la destruction pure et simple de l'histoire humaine en opération de nettoyage administratif, de réforme sociale nécessaire ou de planification urbaine moderne. Posez-vous cette question socratique, la seule qui vaille la peine. Qui en profite? Qui tire un bénéfice direct d'une population atomisée, amnésique, incapable de retracer ses racines généalogiques au-delà d'une date limite arbitrairement imposée par l'incendie d'un gouvernement? La réponse se trouve dans les cadastres. Les immenses consortiums bancaires et les gigantesques corporations immobilières qui, grâce à ces brisures dans les lignées familiales, ont pu saisir légalement des millions d'hectares de propriétés, de fermes et d'héritages laissés sans réclamant officiel. Qui tire profit de la destruction d'une métropole modèle, autonome, alimentée par une technologie d'éclairage et de transport propre, indépendante et décentralisée, les monopoles des services publics et les magnates de l'énergie fossile, qui, immédiatement après, nous ont vendu des réseaux électriques centralisés, fragiles, coûteux et fatalement dépendants du charbon et du pétrole qu'ils contrôlaient en exclusivité. Qui tire bénéfice de la réécriture cynique de l'architecture spectaculaire du passé, comme n'étant que de ridicules façades temporaires en plâtre? Chom, une industrie de la construction avide de marges bénéficiaires colossales qui a besoin de nous convaincre désespérément que la laideur architecturale, l'usure rapide et les bâtiments à durée de vie limitée sont le résultat normal, naturel et inévitable de notre grand progrès économique. Ce n'est pas une coïncidence.
C'est un modèle qui se répète avec une précision troublante. Ce schéma d'effacement se produit à Chicago en 1893. Il se produit dans le mystère insondable des incendies géants et simultanés de l'automne 1871 qui ont ravagé 3 États américains différents exactement la même nuit, détruisant des milliers d'hectares et toutes les archives locales sur leur passage. Il se produit lorsque les autorités décident d'enterrer littéralement les premiers étages de villes entières, comme Seattle ou Portland, invoquant le prétexte douteux d'une amélioration indispensable du système d'égouts et condamnant ainsi l'ancien niveau de la rue, le vrai rez-de-chaussée, à devenir un labyrinthe de tunnels sombres, de catacombes oubliées et de commerces aveugles. Les couches sédimentaires de nos villes modernes, tout comme les branches coupées de nos propres arbres généalogiques, ont été élaguées, tronçonnées et enterrées avec une précision chirurgicale par des groupes d'intérêt qui savaient exactement, des décennies à l'avance, quels fruits empoisonnés ils voulaient que l'avenir produise. La Cité blanche de Chicago de 1893 n'était en rien un parc d'attractions innocent. Elle était la preuve tangible, la démonstration éclatante de ce que le monde était autrefois ou de ce qu'il aurait pu facilement devenir pour nous tous. Et elle représente ce qu'une poignée de décideurs au sommet de la pyramide financière a catégoriquement décidé que nous, le grand public, ne devions sous aucun prétexte hériter. Mais ils n'ont pas pu tout effacer. Les photographies d'époque survivent, témoignant de l'impossible. Les lettres et les journaux intimes de ces 27 millions de personnes qui ont marché dans ces rues majestueuses existent encore, même si beaucoup ont été cachés, scellés sous des clauses de confidentialité ou laissés à l'abandon dans les sous-sols poussiéreux de l'histoire. Quant à nous, nous marchons aveuglément sur les cendres de ces infrastructures colossales tous les jours. Nous nous entassons dans des trains mal entretenus, nous payons des hypothèques étouffantes et des taux d'usure à des banques centrales qui n'ont pu voir le jour qu'après avoir fait voter des lois criminalisant et détruisant les anciens systèmes de crédit communautaire et de troc équitable. Nous passons notre vie dans des bâtiments de pacotille conçus pour s'effondrer ou être démolis dans 50 ans. Et pire que tout, nous croyons religieusement aux manuels scolaires imprimés par les vainqueurs de cette guerre bureaucratique, ces livres qui nous assurent que tout ceci représente le summum absolu de la civilisation humaine. Toute cette information n'est pas classée secret défense. Elle est là, fragmentée, mais accessible. Les incroyables archives photographiques de l'Université de Chicago, les procès-verbaux stupéfiants de l'Assemblée du Congrès ordonnant la destruction du recensement en cette froide journée de février 1933, les listes d'admission terrifiantes et cyniques du manicôme de Virginie occidentale, les manifestes glaçants des trains d'enfants tenus par la Children's Aid Society. Si le grand public ignore tout cela, c'est parce que ces preuves sont fragmentées à dessein. Elles ont été soigneusement cloisonnées dans différentes disciplines académiques pour s'assurer que l'historien de l'architecture ne parle jamais à la machine à café avec le généalogiste amateur, que ce même généalogiste ne se plonge jamais dans les détails sordides des lois de propriété de la couverture du XIXe siècle, et que le sociologue urbain ne croise jamais, au grand jamais, les données suspectes des incendies urbains simultanés avec les disparitions brutales des inventeurs indépendants d'énergie libre. Mais lorsque vous prenez la peine de briser ces silos académiques, lorsque vous superposez ces lignes du temps les unes sur les autres, le véritable plan de la réalité se révèle dans toute sa froide mécanique. La plus belle ville du monde a été construite en un éclair avec l'intention préméditée d'être détruite. Les archives les plus complètes d'une nation ont été compilées avec acharnement, puis délibérément abandonnées aux flammes et à la moisissure. Les enfants des pauvres ont été soi-disant sauvés, dans le seul but d'être culturellement effacés et économiquement exploités. Je ne vous demande pas de faire confiance aveuglément à mon analyse ou de prendre mon indignation pour une preuve scientifique. Je vous demande d'avoir le courage de chercher les pièces de ce puzzle par vous-même. Plongez dans les archives, posez les questions qui dérangent, remettez en question la narration rassurante de ces soi-disant anomalies historiques, de cette incompétence si pratique que la bureaucratie tente sempiternellement de vous vendre comme excuse.
Une fois que vous le voyez, vous ne pouvez plus l'ignorer.